حرمت بالواسي أميرة الرياح حرمت بنعاسي أميرة الرياح وبحت بك ناسي وسرت لك غلام وسالت دمعي كاسي عشت بلا طعام الوحش جار عليا وبعد عني المسار الوحش جار عليا وبعد عني مزار حين تصفر العشية تفكر الديار حين تصفر العشية نتوحش المسرات نتوحش الحبايب خوفي من الرقيب نتوحش الحبايب خوفي من الرقيب ويمسى قلبي دايم من شدة اللهيب يا جملة الحبايب راني وحدي غريب حبي عمل هدية ورماني القفار حبي عمل هدية ورماني القفار حين تصفر العشية تفكر الديار يا ربي توب عليا وبعد عني الغيار حرمت بك نعاسي أميرة الرياح حرمت بك نعاسي أميرة الرياح وبحت بك ناسي وسرت لك غلام وسالت دمعي كاسي عشت بلا Bonsoir, Ahlan wa Sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous, mes amis, de partager ce beau moment avec vous, une rentrée. Voilà, nous reprenons avec beaucoup de joie et également beaucoup de belles idées qui vont nous accompagner tout au long de cette saison 2020-2021 dans notre Algérie. Cette émission qui est la vôtre et qui vous invite à chaque fois, tous les dimanches après-midi de 15h à 16h30,
pour partager avec nous donc tout ce qui fait cette Algérie d'aujourd'hui, cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, et notamment en matière de culture, d'art, de patrimoine, matériel, immatériel. Nous allons découvrir pas mal de choses tout au long de cette année, on l'espère. On espère que cette rentrée sera aussi une rentrée fructueuse en matière de production culturelle, de patrimoine, préservation du patrimoine également. Et cette fois-ci, on se fait un plaisir de recevoir deux grandes dames de l'Algérie qui nous font l'honneur d'être là. Elles sont là et c'est un plaisir de les recevoir. Elles représentent bien sûr la Fondation Mohamed Dib. Mohamed Dib est le centenaire finalement qui, comme vous le savez, pour des raisons que tout le monde connaît, cet anniversaire n'a pas pu se faire, où il se fera d'une façon différente. Avec nous, justement, Madame Ben Mansour Sabeha, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour, Madame. Bonjour, Linda. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, justement, Madame Ben Mansour. Donc, vous êtes vous-même donc présidente de la fondation de la Grande Maison, Mohamed Dib. Et beaucoup d'activités se font autour de cette fondation pour la promotion de la culture, l'écriture et jeunesse. Et nous allons revenir dans quelques instants avec nous aussi. Et c'est un plaisir de la recevoir. Madame Najet Reda, qui est professeure à l'Université d'Alger et qui est aussi membre et présidente du prix, n'est-ce pas, du jury, donc Mohamed Dib, et qui est parmi nous aujourd'hui. C'est encore une fois merci d'être là. Merci à vous. Voilà, alors justement, il est question aujourd'hui de revenir sur le centenaire de Mohamed Dib et également le prix Mohamed Dib. Cette année, il va y avoir deux prix. C'est ce que vous m'aviez dit, Madame Ben Mansour, oui. Oui, en fait, avant de rentrer dans le détail, le deuxième, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais le prix d'encouragement a été, je pense qu'il a été sauvé. Je ne dis pas sauvegardé, mais sauvé, puisque d'abord, les membres du jury ont été très coopératifs. Donc le travail s'est fait tout à fait normalement, tout le travail de sélection, de présélection, et donc je pense que le prix va pouvoir être attribué en 2020. Maintenant, pour les autres activités, dont le deuxième prix, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, eh bien, nous avons reporté à 2021. Évidemment, la raison, c'est la crise sanitaire. Mais nous n'annulons rien du tout. Nous ne faisons que reporter. Absolument, absolument, tout à fait. Justement, donc revenir autour de la fondation. J'aimerais bien qu'on puisse revenir autour de la création de la fondation Mohamed Dib, la Grande Maison, pour connaître aussi, parce qu'en fait, on s'adresse aussi à un très large public dans cette émission, et notamment on salue notre grande famille de la communauté algérienne établie à l'étranger qui nous suit et que l'on salue aujourd'hui. Merci pour leur fidélité, merci pour leur soutien également, parce qu'ils sont aussi très très nombreux à suivre nos programmes et notamment notre émission, notre Algérie, tous les dimanches, donc c'est le week-end, en après-midi. Et donc, comment est née justement la fondation Mohamed Dib? Moi, je vais laisser la parole à Madame Ben Mansour parce que c'est elle qui a fait toutes les tractations. Je n'interviendrai que pour parler de l'esprit dans lequel nous travaillons et des choses comme ça. Sauf qu'avant de donner des explications, je dirais quand même que Najet nous a accompagnés depuis le début dans toutes les opérations que nous avons mises en place. Mais effectivement, l'association La Grande Maison, l'idée, je vais dire, de l'association La Grande Maison est née déjà dans les années 90. On avait pour la première fois dans une association, donc dans la société civile, dans une association culturelle, on avait organisé un colloque national en hommage donc à Mohamed Dib. C'était dans les années 90. Et on s'était promis à l'époque de créer une institution qui travaillerait sur la durée. Donc pas uniquement quelque chose de ponctuel comme un colloque. Et ça n'a pu être réalisé que en 2000. On a repris l'idée. Et en 2000, donc, avec la participation de tous nos amis, amis de Mohamed Dib, amis de l'œuvre, parents, lecteurs intéressés, et puis évidemment aussi tous nos amis qui à l'international aussi ont suivi cette œuvre, nous avons donc décidé de créer cette association qui visait en fait d'abord à glorifier le travail dibien en s'érigeant un petit peu en passerelle
entre le travail universitaire, qui est un travail purement académique, et puis la société plus large, un public plus large, qui n'est pas forcément spécialiste, mais qui est également dans l'attente de la découverte de l'œuvre. Et donc, ça a été un petit peu le fondement, si vous voulez, de cette association qu'on a installée emblématiquement à Tlemcen, parce que c'est le premier lieu d'écriture de Mohamed Dib. Ce n'est donc pas pour enfermer Dib dans Tlemcen, il ne l'aurait jamais voulu, mais au contraire pour faire dans le même mouvement que nous proposait l'œuvre, donc pour ouvrir en fait Tlemcen et tout ce qui se faisait autour de l'écriture à une dimension qui était à la fois nationale et internationale. Donc ça, c'est un peu le premier objectif, mais associé à cet objectif, nous avons souhaité qu'il y ait une relève. Et la relève, eh bien, elle a pris forme d'abord tout de suite au niveau de la naissance de l'association. Elle a pris la forme d'un prix d'encouragement à la jeune écriture algérienne, avec le consentement de l'écrivain que nous avions consulté à chacune des étapes donc, de la mise en place à la fois de l'association et du prix. Et vous y tenez vraiment, c'est-à-dire que la jeunesse, le livre jeunesse est très très important, la promotion de l'écriture au niveau des jeunes. est assez présente. J'avais assisté aussi à Tlemcen lors d'une rencontre d'écriture et c'était un moment très très fort de la grande maison, donc là, des jeunes qui avaient aussi monté pas mal de choses, des rencontres autour des textes, et c'était vraiment très très intéressant de retrouver tout ce potentiel jeunesse qui s'intéresse profondément à l'esprit et à l'écriture et au style d'écriture de Mohamed Dib et à son engagement par rapport à l'écriture. Et là, vraiment, on avait découvert pas mal de personnalités avec qui je suis toujours en contact. Mais c'est dommage que les rencontres se font de moins en moins, ou très peu. Ah non, pas du tout. Elles sont, au niveau elles sont périodiques. Hein. D'accord. Oui, elles sont périodiques. Elles sont périodiques, mais il faut parler des ateliers, puisque précisément, c'est ça. Précisément, c'est ça le prolongement de cette diffusion de l'œuvre. Elle passe par l'appréhension qu'en ont les jeunes et par la transformation qu'ils peuvent lui apporter par leur lecture et aussi par leur inventivité, comment se greffer sur cette écriture. Donc il y a plusieurs ateliers. Alors il y a plusieurs ateliers qui sont nés à chaque fois à la faveur d'une conjoncture ou une autre. Et la base, enfin la plateforme, ce sont les textes de Dib. Mais les textes de Dib avec tout ce qu'ils peuvent. C'est un point de départ. Voilà, c'est le point de départ. Hein, mais en conjonction en fait avec les questionnements de ces jeunes, leur vécu, leur quotidien. Et donc, c'est un peu une lecture, je vais dire, en diagonale de ces œuvres et une régénération, en fait, de l'œuvre, une recomposition. Et contextualisation. Voilà, avec évidemment une contextualisation par rapport à tout ce qu'ils en attendent. Et là, ça donne des résultats assez intéressants parce qu'il y a des montages qui se font sous forme théâtrale. Donc, on a un double effet. C'est qu'en même temps, ces jeunes travaillent sur l'œuvre, mais en même temps, ils portent l'œuvre de Dib auprès d'un public qui, lui, la réceptionne et se dit, bon, ben, en fait, c'est pas si opaque qu'on nous le dit, parce qu'on nous dit que l'œuvre de Dib est opaque, elle est difficile. Et en fait, cette mise en valeur de tout ce qui a pu déjà interpeller les jeunes continue à interpeller un public qui lui-même revient après vers nous, et donc ça élargit l'espace de la lecture autour d'une œuvre qui elle-même, évidemment, continue sans arrêt à nous livrer ses secrets parce qu'elle est immense. Et je pense que nous-mêmes, Madame Preda, nous-mêmes qui avons travaillé longtemps sur cette œuvre, ben, on ne cesse pas Inépuisable. Inépuisable, voilà. Inépuisable. Et justement, j'aimerais revenir à Madame Najat Radda, parce que Madame Najat Radda n'est pas que dans la fondation Mohamed Dib, mais vous êtes aussi l'épouse de Mohamed Radda, qui est une grande personnalité du monde des arts plastiques chez nous, une véritable institution, une école. Et aujourd'hui, donc, il y a aussi un travail qui est en train de se faire autour le vœu. Vous avez donc ce vœu de pouvoir créer le musée de Mohamed Radda qui tarde à arriver. C'est vraiment le travail de Sisyphe, hein. Ça fait 10 ans que ça dure.
Là, j'avoue que je suis venue essentiellement parler de Mohamed Dib. Oui, mais nous, vous savez, dans notre émission, c'est une émission où la présence de personnalités comme vous, vous voyez, donc il y a bien sûr Mohamed Dib, mais il y a aussi votre conjoint. Voilà. Hein, donc, nous sommes comme ça se passe comme ça chez nous. Hein, donc, dans notre émission, on s'intéresse aussi à cette personne qui est aussi parmi nous, parce que je pense que c'est aussi important. De toute façon, j'allais faire une articulation, une articulation avec le travail de Khadda, parce que d'abord, ils sont de la même génération. Hein. Tous les deux ont commencé leur œuvre un peu avant l'indépendance, ont accompagné la guerre d'indépendance et se sont manifestés, ont eu le plein épanouissement de leur travail dans les premières décennies de l'indépendance. Donc il y a une sorte de conjonction, d'autant plus que leur œuvre, comme toutes les œuvres de création, sont impulsées par un contexte, par une attente, par une demande publique, mais qu'en même temps, ils avaient quelque chose à dire en particulier, qui n'était pas réductible à la période dans laquelle ils ont créé, et qui a fait que ces œuvres-là transcendent l'époque, transcendent l'espace, l'espace algérien, et devient quelque chose d'universel, qui appartient, si vous voulez, au répertoire des grandes œuvres de l'humanité. Et donc ça, c'est cette conjonction-là qu'on peut faire entre ces deux itinéraires. En ce qui concerne Dib, il a effectué l'essentiel de son travail à l'étranger, mais en emportant toujours avec lui son Algérie et en restant connecté avec les évolutions qui se faisaient dans le pays, de façon très lucide et très critique d'ailleurs. Quant à Khadda, dès l'indépendance, son expression, quand il a écrit son petit livre sur les arts algériens, c'était « une fois la paix gagnée ». Et donc, une fois la paix gagnée, il est rentré chez lui. Et c'est à ce moment-là que, disons, il est devenu une sorte de repère pour la jeunesse, pour les créateurs, et qu'il s'est senti l'obligation de faire un travail de conceptualisation, de réfléchir sur ce que les arts plastiques allaient devenir. Vous voyez, il y a une ressemblance entre les deux itinéraires, parce que Dib prend la technique romanesque qui vient d'Europe et la transforme pour en faire tout autre chose. Et Khadda, pareil, prend la peinture de chevalet, qui n'était pas une forme d'expression locale, mais l'investit de toute la mémoire culturelle qui est la mémoire maghrébine, plus largement que la mémoire algérienne, une sorte de vision du Maghreb. Et donc, ce sont des démarches qui sont communes, disons, à tous les artistes de cette génération, parce qu'il y a à la fois cette revendication identitaire qui est la leur, et en même temps, il y a cette appartenance à l'universel, et donc le désir de se positionner par rapport, ce qui fait que, étant héritier en quelque sorte d'une culture, de techniques qui sont rentrées dans les wagons de la colonisation, mais qu'ils ont eu à cœur de s'approprier, mais de façon très profonde, de façon à leur donner une algérianité incontestable en quelque sorte, une algérianité sans frontières, qui ouvre sur l'universel, voyez. Et donc voilà, c'est la raison. Enfin, moi j'établis des analogies dans mon travail, même dans mes articles, etc. J'établis toujours des analogies entre ces démarches-là. Pour en revenir à Khadda, l'an prochain, c'est le 30e anniversaire de son décès. Déjà. Et donc là, voilà, c'était hier, mais c'est déjà 30 ans. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Il s'est passé aussi une période de dégradation et de désorientation de la culture algérienne. Et il s'agit, autour de ces figures tutélaires, de reconstituer le patrimoine.
On a tendance aujourd'hui, parce qu'il y a malheureusement un désastreux oubli qui s'est instauré, on a tendance à considérer que ce sont des gens qui appartiennent à l'époque coloniale. C'est faux, archi faux. Et donc, il faut bien montrer comment la culture actuelle ne peut s'enrichir et se développer que sur le socle de ce que ces grands artistes des années 50 ont. Alors bon, nous parlons aujourd'hui de Khadda et de Dib, mais on peut citer Kateb, on peut citer Assia Jabbar, on peut citer Issiachem, on peut citer tous les grands noms, et même les moins grands, parce que pour qu'il y ait de grands noms comme ça, il faut qu'il y ait un bouillonnement dans la société, il faut qu'il y ait un socle sur lequel reposent ces émergences. Voilà. Formidable. En tous les cas, c'était vraiment intéressant d'avoir toutes ces informations, Madame Najat Khadda. J'espère que vous puissiez revenir et nous annoncer la bonne nouvelle. Je compte bien venir, en tout cas, vous parler du 30e anniversaire. Bien sûr. Quant à la création de ce fameux musée, enfin moi, quand j'ai initié cette entreprise, ce n'était pas pour la gloriole d'avoir un musée Khadda, parce que je pense que son nom traversera des âges avec ou sans musée. Je pensais que pour les générations nouvelles, il fallait qu'il y ait des noms de rues, des lieux de travail, la maison où a travaillé un tel, tout à fait, mais bien sûr. la maison... Et il y a des travaux de recherche à faire sur ces grandes personnalités de l'Algérie. On a besoin d'avoir des documents, nous avons besoin d'avoir des informations, et c'est à chaque fois un gros travail à faire autour de nos archives et de notre histoire. Je pense que ça aussi, c'est vraiment très important. Et dans mon idée, avoir un musée Khadda, c'était avoir un lieu qui visualise l'endroit où il a travaillé, parce que tous les objets sont là, sa presse... Et ce serait un lieu d'ancrage pour tous les chercheurs, pour tous ceux qui s'intéresseraient aussi à l'histoire de la peinture algérienne. C'est ça. Et un lieu où les jeunes pourraient venir travailler, parce qu'il y a les chevalets qui sont là, il y a le matériel pour que Moi, je suis positive, je pense que ça va se faire. Voilà. De toute façon, comme ça ne dépend pas de moi, j'espère aussi, parce que... Ce n'est que du positif pour nous tous. Et puis il faut, de toute façon, on ne peut avancer que si on a l'espoir que les choses se réalisent. C'est clair. On verra bien. On verra bien. Voilà. Si on en est convaincu. En fait. Mais c'est absolument, tout à fait. Alors, on revient justement à la Fondation Mohamed Dib et notamment à ce fameux anniversaire. Ça a été très laborieux déjà l'année passée. Et là, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va à notre public, ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour cette année? Qu'est-ce qui va se faire, Madame Ben Mansour? En fait, avant de dire ce qui va se faire, on va dire que depuis 2018, nous avons commencé à préparer un programme prévisionnel qui était très riche et qui répondait vraiment aux deux axes principaux de l'association, c'est-à-dire d'un côté ce dont je parlais en parlant de glorification de l'œuvre, donc sous forme d'un colloque sur lequel on peut revenir. Et puis, deuxième orientation, c'est essayer de voir quels sont tous les travaux qui ont pu se faire auprès du jeune public, des jeunes lecteurs, des jeunes acteurs, des jeunes cinéastes, etc., à partir de la plateforme qui est celle donc de l'œuvre de Dib. Et donc, vous avez lancé le concours de la nouvelle, Alors la construction devait se faire autour de ces deux axes, et les deux axes, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que tous les programmes qui devaient se faire épousaient en fait les deux dimensions que je viens de citer. Bon. Alors, il y avait une ouverture officielle qui se faisait déjà au mois d'avril à la bibliothèque, qui aurait dû se faire à la Bibliothèque nationale. Alors, ce n'est pas enterré, ce sont des projets qui sont tout simplement reportés. On verra après, selon la crise sanitaire et son évolution, nous verrons comment est-ce que nous pourrons réaliser tout ça. En tout cas, ce qui était prévu et ce qui continue à l'être, c'était une manifestation sur la thématique Dib et son temps. C'est-à-dire qu'on ne, comme le disait tout à l'heure Mme Khadda, on ne dissocie pas Dib de tout un contexte, de toute une époque, à partir de laquelle, en fait, des voix se sont fait entendre et continuent actuellement à se faire entendre dans la mesure où elles ont généré
des mouvements qui sont les mouvements actuels parmi les écrivains, parmi les artistes, etc. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le programme qui était prévu. Je pense que juste rappeler que c'était mis sous le nom de Mustafa Al-Ashtaraf, qui est le grand théoricien précisément de la culture à partir de cette époque. Bon, alors ça a été encore. Oui, mais ça viendra. Le programme est maintenu. Alors, tous les autres programmes, y compris le colloque international qui devait se faire sous le titre Atlal, et je vais laisser Najat en parler du colloque. Oui. Tous les programmes qui devaient se faire sont reportés à 2021. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à sauver C'est cette 7e session du prix. Alors, le prix a fonctionné comme d'habitude. La seule chose, c'est que c'est le lauréat de 2020. Enfin, le lauréat du centenaire. Bon, c'était une dimension de plus, si je puis dire, mais ça a fonctionné comme d'habitude, dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, les membres du jury ont été très très coopératifs. Ils ont travaillé dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables, hein, le stress, l'angoisse, l'incertitude, mais honnêtement, ça s'est très bien fait. L'équipe administrative aussi de l'association a très bien joué le jeu, et à l'heure actuelle, donc nous en sommes pratiquement à la dernière sélection, c'est-à-dire celle qui précède la séance délibérative finale. Alors, nous espérons faire cela, mais en ligne, puisque pour l'instant, les rassemblements ne sont toujours pas autorisés, forcément. Donc, il y aura une délibération qui va se faire donc, en ligne, avec tous les membres du jury, sur Zoom, par exemple. Et puis, nous allons faire une proclamation des résultats juste après, comme si c'était en présentiel. Donc, on est en train de préparer un programme pour ça, mais un programme en ligne. Alors, évidemment, plus bref que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'en ligne, les gens zappent très, très rapidement. Et la connexion n'est pas toujours évidente. Etc. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on propose maintenant. D'accord. Pardon, il faut préciser que le jury est international. Oui, d'accord. Et c'est ça qui fait que la vidéoconférence, en quelque sorte, s'impose pour qu'on puisse communiquer. Nous ne pouvons pas évidemment faire venir nos amis et même nos amis algériens. Même les amis algériens. Les gens ne se déplacent pas beaucoup. Mais a fortiori, ceux qui viennent, c'est clair. Et qui ont défendu ce prix autant que nous. Donc là, je pense que... Alors, on a choisi cette formule parce que, d'abord, au moins pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a tenu à garder la périodicité du prix. On ne voulait pas que ça soit reporté à quand, en fait. Voilà, c'est vraiment l'incertitude. On peut reporter un colloque, même de 6 mois, même d'1 an, mais ça, c'est moins possible. La deuxième raison, c'est pour remercier et rendre hommage, justement, au jury qui a fait le travail. On ne pouvait pas leur faire un travail, les mettre un peu sous pression aussi, parce qu'on a un peu... Il y avait un échéancier, donc c'est clair, il fallait un petit peu les booster. Donc on ne peut quand même pas leur faire tout ce travail, puis leur dire à la fin, bah, écoutez, non, c'est pas possible, ce sera reporté à une date ultérieure. Puis la troisième, c'est vis-à-vis des candidats. Parce qu'ils nous ont fait confiance. Tous les candidats au prix nous ont fait confiance en nous confiant leur manuscrit, ce qu'ils ont de plus cher en fait. Hein. Et puis leur dire, bon, avec un petit peu de légèreté, même si cette légèreté est liée à des raisons qui sont graves, mais bon, leur dire, bon, écoutez, on verra, ce ne sera pas pour cette année. Donc on essaye de tout faire pour sauvegarder justement la session, la septième session. Mais c'est vraiment, pour l'instant, tout ce que l'on peut faire. Je crois que alors, le colloque, moi, je souhaiterais que Najat en parle un petit peu plus longuement. Oui, précisément pour... Elle est présidente du comité scientifique. Pour comment dire, reconnecter toutes ces choses-là, et surtout pour... montrer la dimension réflexive, la réflexion que ces artistes-là portent à la fois sur leur œuvre et sur les œuvres de leurs confrères. Et donc Dib
en plus d'un immense poète, d'un romancier très prolixe, nouvelliste, etc., a écrit des essais et a expliqué en quelque sorte, a essayé de cerner les modalités de son inspiration. Et en particulier, il met l'accent sur ce qu'il appelle les atlal. Les atlal, bon, pour nous qui connaissons la culture du Sud, ce sont ces feux, ces vestiges de foyers qui restent quand les nomades se déplacent et qui laissent une trace de leur passage. Et cette trace, elle est un élément de vie. Et puis elle est aussi une sorte de guide pour ceux qui viendront chercher à bivouaquer, à s'installer à ce moment-là. Et Dib a écrit une très belle page sur ces atlal comme étant des traces de la mémoire, au-delà des traces matérielles d'un passage. Ce sont les traces immatérielles d'une pensée, etc. Et donc, pour précisément célébrer ce centenaire, nous avons pensé qu'il était temps de faire une sorte de bilan de cette accumulation des travaux des uns et des autres, des passages des uns et des autres, et donc centrer le colloque sur cette thématique des atlal, des vestiges. Oui. Voilà. Ça va être quelque chose de très très beau parce qu'en fait c'est aussi un lien humain. C'est Voilà. un cheminement humain. Ça peut être différent, peut être venu des quatre coins du monde, d'autres confessions, d'autres, vraiment une autre vision de la vie. Et c'est à travers ces chemins-là qu'on se peut-être qu'on se croise. Que Dib lui-même, tout à fait. C'est très ça va être quelque chose de très intéressant. Qu'il a vécu en se déplaçant dans l'espace. Et en transportant son Algérie avec lui en Finlande, en Californie, etc., partout où il est allé. Et en même temps, cette forme d'enracinement. Donc c'est le double mouvement à la fois des racines et des branches. Disons que c'est vraiment ce mouvement-là. Pardon. Par ailleurs, il met l'accent sur quelque chose qui est le centre même du travail de Ghada, c'est l'esthétique du signe, où il explique vraiment comment la notion même d'esthétique dans nos pays du Maghreb, à la fois avant l'islam et après l'islam, ce sont des esthétiques de la non-représentation. On n'imite pas ce qui existe, on n'imite pas le réel, on le symbolise. On le symbolise, c'est le symbole. Voilà, on le symbolise. Par un signe ou par... Et donc, on est dans une démarche de l'abstraction. Et c'est la démarche de ces deux, chacun dans son domaine, de ces deux artistes. Mais c'est aussi la démarche de leurs contemporains. Quand on analyse l'œuvre de Kateb Yassine, par exemple, c'est tout à fait cette démarche vers une abstraction, en quelque sorte. En tous les cas, merci. Merci pour toutes ces informations. Et aussi, on voulait absolument vous avoir parmi nous et commencer l'année avec vous, la Fondation Mohamed Dib, parce qu'elle a une symbolique internationale et puis un message humaniste d'échange et de partage autour de toutes ces personnes qui œuvrent pour l'amour de l'autre et aussi pour la profondeur également et pour à la recherche de nos racines et de notre identité en tant qu'être humain déjà et en tant qu'Algérien. Et voilà, absolument. De notre ouverture, c'est les deux. C'est peut-être qui est le fondement même de l'œuvre de Dib et qu'il décrit lui-même dans un texte qu'il intitule Les voies de l'écriture, où il explique qu'en allant vers l'autre, enfin d'abord il revient sur une jeunesse de son écriture en disant que quand il s'était mis pour la première fois dans son patio devant la Meïda pour écrire, il ne se doutait pas qu'il allait faire un voyage qui allait le conduire selon ses termes, en terre inconnue, mais qui le ramenait également vers lui-même. Absolument. Il faisait route vers lui-même. Et c'est vraiment ce double mouvement. Quand on va vers l'autre, vers le différent, on se retrouve. On se redécouvre ou on se découvre, je ne sais pas. Oui, on s'enrichit. Voilà, on s'enrichit. C'est en fait c'est la description à la fois de l'œuvre, mais en même temps du travail que nous essayons de faire au niveau de la Grande Maison. Et de la culture de façon plus générale. C'est la définition même de la culture qui se doit d'être à la fois
dans une glaise, bien enfoncée dans une glaise, Oui. et en même temps très ouverte sur l'ensemble du monde. Mais ça me fait rappeler une parole d'Idir, quand il disait qu'on est très très enracinés, nous avons des racines très profondes, et puis nous avons cet arbre qui prend aussi des dimensions extraordinaires et qui est tellement donc riche et différent de par ses formes et de par ses branches qui prennent aussi d'autres dimensions, et c'est un peu ça aussi dit et Khada. Pardon, et en même temps vraiment garder présent à l'esprit qu'il n'y a pas de raison pour que les branches ressemblent aux racines. Absolument, ben oui, c'est justement ça, parce tout que, à fait. Il y a une tentation de la répétition quand on insiste un peu sur ce qu'on considère comme des invariants. Il n'y a pas d'invariants en culture. Non. Il n'y a que de la variation, mais de la variation qui est toujours ancrée. Heureusement. Absolument. Voilà. Encore une fois, merci. Merci, c'était un pur bonheur de vous avoir reçu. Et on espère vous recevoir encore une fois pour de très bonnes nouvelles. Voilà. Et beaucoup de succès dans tout ce que je suis. On est avec vous, hein. On est partie prenante pour le prix et pour, pourquoi pas, très prochainement, de belles initiatives autour de notre cher artiste Khada. Donc, on vous dit au revoir. Merci encore une fois. Et on vous offre une très belle chanson de Mazouz Bouadjedj. Merci. متولع في غناك مدام العمر، متولع في مديحك مدام العمر، حتى يقضي الإله بلباس كفاني، ونهاية قصدي ونهاية قصدي تبت بنطق لساني، نقسم عليك يا نبي الباشر بالله، نقسم عليك يا نبي الباشر بالله، الواحد القديم لا زال ربي، الدنيا عليك باسم الملايكة جملة، روح الملايكة الصار ربي، أنا عليك بالله يا رسول الله، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي. نقسم عليك بالعرش والقلم واللوح والحق والإرادة وجملة القدرة، مول البساط رب الملايكة والروح، سبحان من خلقني يرى ولا يرى، فضله ورحمته سبق كريم مفتوح، يعفو غني على العفو ما يضرى، الجود والفضل من المولى، الجود والفضل من المولى، سمع بصير ودود علم الغيبين، يعلم بحيلتي ما بقات لي حيلة، يا سيد فاطمة لك مرتاح القلبي، أنا عليك مرتاح يا رسول الله، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي، بدواك طبني يا النبي العربي. نقسم عليك بحق ربنا الودود، والشمس والقمر والنجوم والكرسي، النور والدرار ورحمة الموجود،
فرجه قريب للمطيع والعاصي. Voilà, et nous sommes de retour dans notre émission Notre Algérie en direct de Canal Algérie avec bien sûr, comme vous le savez, des invités, encore d'autres générations qui font aussi de très très belles choses en matière de patrimoine, de belles initiatives également. Et avec nous justement, et c'est un plaisir de la recevoir, il s'agit de notre chère donc Mariam Boudiaf qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Mariam Boudiaf, vous êtes donc... c'est beaucoup de belles choses, hein. Donc Mariam Boudiaf, beaucoup de belles initiatives. Elle est parmi nous aujourd'hui parce que je voulais absolument que vous soyez des nôtres parce que vous êtes aussi d'abord très active sur les réseaux sociaux en matière de patrimoine, d'aide et de soutien aussi aux autres femmes, mais pas que, puisque vous vous êtes aussi lancée dans une page qui est une sorte de vide-dressing et d'aide, hein, parce qu'il y a aussi de l'assistance pour des personnes qui ont besoin de n'importe quelle chose pour elles dans la maison ou pour les enfants, etc., pour beaucoup plus de vêtements, d'accessoires. Et on dit que la femme idéale est algérienne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, et vous avez ce t-shirt que vous avez confectionné vous-même, magnifique t-shirt. Voilà. C'était un des t-shirts de la collection. C'était pendant le confinement. Tout à fait. Oui. Donc, que ce soit la page de vide-dressing qui aide un peu, comme vous dites, aux conseils, aux astuces, oui. À donner une deuxième vie aux articles qu'on peut avoir, que ce soit mobilier ou puriculture oui. ou textile. Le confinement a fait aussi fait ressortir un peu de créativité en moi, oui. avec des collections de t-shirts personnalisés, avec des messages humoristiques ou plutôt, enfin voilà, un peu de tout, de sensibilisation ou de personnalité. Oui, donc voilà. Et donc c'était une période difficile, bien entendu. Nous restons aussi vigilants, hein, on tient à le dire à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Nous respectons la distanciation, le gel hydroalcoolique, le masque est porté chez nous à Canal Algérie, donc il faut le savoir, nos caméras women, toute l'équipe de la régie, tout le monde est avec son masque. Donc nous enlevons notre masque juste avant de passer à l'antenne, mais il faut savoir que nous restons très 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 vigilants quant à lutter contre la contamination et essayer de vivre un quotidien plus ou moins sain avec tous ces gestes barrières que nous gardons encore et encore. Alors je le disais, vous étiez donc confiné à la maison et vous avez lancé cette belle initiative du t-shirt. Et c'est venu comment? Comment vous avez pensé au t-shirt, Mariam Boudiaf? Alors, le t-shirt, c'était pour moi un article d'évidence. Pourquoi? Parce que c'était le confinement, donc on avait besoin d'être confortable. Il n'y avait pas de festivités, oui. Il n'y avait pas de déplacement professionnel, il n'y avait pas de vie sociale proprement dit. Oui. Du coup, le t-shirt, c'était voilà, c'était l'article de confort, de prédilection. On est dans un pays qui est chaud oui. aussi. On a un climat qui s'apprête à pouvoir profiter de nos t-shirts à tout moment. Et voilà, et surtout la mode. Elle s'est démocratisée là, cette dernière année où le t-shirt est devenu un accessoire mode qui est présent, que ce soit dans les grandes marques de luxe oui. Ou dans le prêt-à-porter, où ça on a l'impression que c'était enfantin un t-shirt, mais finalement, si on arrive à bien le styliser, comme on dit, et ça passe en toutes circonstances. Alors, hein, on le dit, voilà. vous êtes vous-même donc responsable des ressources humaines dans une multinationale, et vous vous êtes lancé dans ce monde donc du t-shirt et puis votre vie de dressing, hein, qui est un espace très 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 prisé, très suivi. Vous avez beaucoup de followers. Vous êtes aussi très très suivi, donc parce que vous orientez les personnes pour pas mal d'achats, etc. Recycler, donner une nouvelle vie. C'est les conseils aussi que peut oui. donner enfin les unes aux autres ou les uns aux autres. Il y a aussi une bonne communauté masculine qui est présente. Oui. Et après, chacun dans sa prédilection ou là où il est à l'aise, il peut très bien conseiller les autres. Donc ça crée des liens et puis ça crée des rencontres et voilà, parfois même des retrouvailles oui. avec oui, des oui. personnes qu'on n'avait pas vues depuis bien longtemps et qu'on retrouve comme ça sur les réseaux. Donc c'est assez bénéfique. Oui, donc l'accès aussi au monde de la mode et via les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui vous parle.
On va dire que ces dernières années, ça parle un peu de tout le monde, parce qu'on a tous plus ou moins accès vers l'Internet, que ce soit à domicile, sur le lieu de travail ou sur le mobile. Et voilà, ça s'est très démocratisé. Du coup, oui, les achats en ligne, on en a tous fait à un certain moment où on a été peut-être tentés. Et il y a certains qui font que ça. Ils ont trouvé bonheur parce que voilà, ça ne se déplace pas. Pour ceux qui, par exemple, ne peuvent pas conduire ou qui n'ont pas les transports en commun à proximité, peuvent quand même faire leurs petites emplettes ou leurs courses ou enfin, toutes sortes de... Et on voulait que vous soyez parmi nous, Myriam Boudiaf, aussi pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier, savoir et s'y connaître des personnes comme vous, donc très dynamiques, des femmes, des Algériennes très très dynamiques qui ont un métier, qui ont beaucoup de choses à charge et qui aussi s'intéressent à l'autre. Parce que aussi votre page Mary's and Your Outlet, voilà, donc qui est aussi une page très très active et qui prouve aussi que vous êtes aussi à la disposition des autres autour de l'échange et du partage et de ces fameux t-shirts. Donc on va voir quelques t-shirts avec quelques... vous êtes revenu aussi avec des mots algériens, oui, des en fait, l'algérien reste une langue... Enfin, un dialecte assez compris dans toutes les régions et notre humour est bien connu aussi dans toutes les régions, donc voilà, donc c'est un peu de l'arabe ou de l'algérien un peu pour nos styles de tous les jours. C'est amusant aussi, hein. Oui. C'est assez c'est ludique, marrant, voilà, le confiné, oui, d'accord. Voilà, c'était par rapport à la période du Covid. Ensuite, il y avait une collection qui était en relation avec la fête des papas. Oui. Donc là aussi, il y avait, enfin, vous pouvez découvrir toute la collection sur la page Instagram. Dernièrement aussi, c'était un peu pour soutenir nos médecins. Oui. Donc c'est nos super-héros aussi. Et la prochaine, je ne sais pas si je vais le divulguer, mais c'est un peu avec la rentrée scolaire et tout le boulot que vont avoir les enseignants. C'est un hommage au système éducatif et aux enseignants. Bien sûr, parce que quand il n'y a pas eu l'école, on connaissait un peu mieux leurs valeurs et leur importance. Oui. À force de suivre les enfants à domicile, on se dit, c'est quand même, c'est du boulot. Hein. Oui, j'imagine. Et il ne faudrait pas oublier ça aussi. Et pour vous, aujourd'hui, c'est vraiment important, les réseaux sociaux? Écoutez, ça fait partie des réseaux sociaux dans votre vie. Oui. Enfin, là, d'un point de vue business, ça fait partie intégrante et même dans notre quotidien. Je veux dire, c'est rare où on prend le fixe pour appeler un parent. On va prendre toutes les applications qu'on a de nos jours pour voir la personne de visu ou pour faire des achats. Est-ce que vous avez l'intention de rester dans le monde du t-shirt en parallèle de votre métier, de votre job? Alors écoutez, j'adore par exemple le traditionnel. Oui. Mais bon, je ne suis pas couturière et puis il y a plein de personnes qui le font tellement bien que voilà, je me suis dit, bon, rester dans la mode et dans le textile, je préfère rester sur quelque chose de plus simple, de plus accessible. Bon, quand le climat nous le permettra, ça sera plus des sweatshirts, des vestes comme ça, voilà. Mais après, on verra bien. D'accord, très très bien. Voilà. Et donc vos vœux, vos aspirations autour mes aspirations, en fait, j'aimerais pousser toute personne qui a une petite idée en tête d'aller vraiment au bout de ses idées. Parce que ça peut se développer très rapidement et c'est assez motivant quand on arrive à réussir quelque chose qui paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Donc, oui, franchement, c'est plus... Parce que c'est quand même du boulot, le t-shirt... Oui, par rapport à la créativité, par rapport à trouver des fournisseurs de qualité. Et nous savons que nous sommes en période de pandémie, donc la disponibilité... C'est pas évident, oui. Mais en tout état de cause, c'est vraiment encourager tout le monde à ou être entrepreneur ou à réaliser ses passions quelque part. Ça peut être de la peinture, de la cuisine. Oui. Et on remercie justement toutes ces personnes qui participent dans notre émission. Vous savez que notre émission, Notre Algérie, est un espace convivial, familial. Beaucoup de personnes nous suivent à travers le monde entier et ils attendent que ça, de voir toutes ces bonnes choses. Riht el-bled, comme on dit. Exactement, que ce soit au niveau des gâteaux traditionnels, à l'ancienne surtout. Comme on dit aussi, parce que c'est un moment de partage aussi. Et quand on est loin
loin de son pays, croyez-moi, tous ces détails, ça peut paraître banal quand on est en Algérie. C'est ça, c'est quand on est à l'intérieur, ça paraît banal, ça peut être même un bof, mais quand on découvre ça, quand on est loin, c'est incroyable. Quand on voit tous ces gâteaux, makrot el-loz, makrot el-asel, gharibiya, les k'ik'at, tous ces gâteaux, hancha, ce sont des gâteaux aussi, on salue donc notre Madame Hadjira Khiyar, la rose magique du golfe d'El Mouradia, que l'on salue aujourd'hui et qui fait aussi de très très bonnes choses. Et puis je tiens aussi à saluer donc toutes ces bons gâteaux traditionnels à l'ancienne. Voilà, toutes ces bonnes choses qui font partie de nous, qui fait partie de notre identité. Et c'est aussi le concept de notre émission. Et aussi déjà le café de l'après-midi, c'est le moment du partage. Hein, tout à fait. Que ce soit en gourmandise, en discussion, avec les voisines, avec la famille. Donc oui, c'est des moments quand même importants. Très importants. Qu'il faut maintenir, je dirais. Exactement. Donc, et c'est des moments où toute la famille se retrouve et c'est très chaleureux. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur et c'est beaucoup d'amour. Donc tout cela, on essaie de le transmettre aussi à nos amis téléspectateurs tous les dimanches après-midi parce que c'est aussi un moment très important pour eux de ne pas rater cette émission. Et là, nous l'avons confirmé. Encore une fois, merci de vos encouragements, pour vos encouragements. Et on espère faire mieux encore et encore cette année. Avec toute l'équipe de notre émission. Donc, peut-être un dernier mot avant de vous laisser partir, Mariam. Écoutez, Linda, c'est toujours un plaisir de vous écouter et surtout d'être finalement en face, parce que d'habitude, c'est toujours derrière un écran ou derrière la radio. Oui. Et voilà. Voilà, donc merci Linda. Nous aussi, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir comme ça des jeunes dames dynamiques et qui aussi ont une passion dans leur vie en parallèle. Et aujourd'hui, c'est permis. Oui. Je ne sais pas si avant on pouvait le faire, mais aujourd'hui, c'est vraiment permis. On a les moyens de le faire, donc il faut aller au bout. C'est ça. Voilà. C'est ça. Nous avons vraiment cette chance et je trouve que c'est vraiment, vraiment formidable. Avant de vous laisser partir, on va apprécier aussi de très très belles choses parce que dans cette émission, on fait découvrir tout ce qui fait partie de notre identité, les belles choses, le monde de la pêche aussi qui fait partie de notre patrimoine, hein, la mer Méditerranée qui nous parle à chaque fois et qui nous manque quand on est loin de l'Algérie. On voulait offrir justement à nos amis téléspectateurs, avant de vous dire au revoir, et j'espère à d'autres initiatives, Myriam Boudiaf, de belles choses vous-même. Donc vous êtes un mélange d'une maman allemande et d'un père algérien, et vous avez cette profonde fibre algérienne qui est en vous. Ah oui, c'est en nous. Hein. Oui, voilà, et ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment, merci, vraiment. On vous dit au revoir et à bientôt. Et nous, on suit ce très beau reportage sur l'histoire d'un très ancien chalutier au port d'Alger. Voilà, et on se retrouve juste après. Taille 16 mètres, prénom Mohamed II, origine finlandaise, né en 1968. Il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie, un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède en 1976, trop l'Algérie. C'est mon père qui a ramené ce bateau. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Ma'ammar a servi au tournage du téléfilm Sahaya Dahmen, réalisé en 1980. Le film là, il a fait un film avec les acteurs algériens, avec Boujma Al-Anqis, Al-Badji, Dahma Al-Harrachi. C'est le film de Dahma Al-Harrachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film-là. Même il était le Hachmi. الهاشمي قروابي qui était à bord dans ce bateau-là. ما يصبرش وقلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلق اهله في الجزائر ما صفكاش دنيا. Sa particularité, Mohamed II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheikh Batman, patron pêcheur, qui le dit. Unique في الجزائر هنايا. Il est construit en fer et en bois et en bronze. Mais
on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais le problème, les réparations d'Yalo, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas les réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations d'Yalo, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher. Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Mohamed II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Ecorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la Marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Ecorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux à la haute mer. Alors ils ont fait pour eux, à la haute mer. Nous, de la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux, parce que nous avons une grande mer. Mais ils ont une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. Les Corep, تساعدهم، الميزي يساعدوا. يعطيوني ان كوك نعطيهم لهم كادو. Et voilà, de retour dans notre émission. Vous savez, ce sont des personnes qui défilent dans cette émission. Nous vous proposons le meilleur du meilleur sur Canal Algérie. Dans cette émission, notre Algérie, avec beaucoup de fraîcheur, de la jeunesse mais aussi des personnes qui font aussi autre chose. Et cette fois-ci, on voulait avoir également ces jeunes filles qui se lancent carrément. Ce sont des personnes qui ont fait de hautes études universitaires, des jeunes dames qui ont fait de hautes études universitaires et qui ont écrit des livres tels que notre invitée Noëlka qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Noëlka? C'est un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque, on en parlait tout à l'heure. 3 ans déjà. Le temps passe très vite et beaucoup de choses sont passées depuis. Des livres, des vêtements. Voilà, exactement. Alors Noëlka, vous avez fait de hautes études en France, dans les finances, l'administration également, le droit public à Paris, et puis après vous êtes rentrée et vous avez écrit un très beau livre, un hommage à votre grand-père. Oui. Leur départ sans des adieux. Absolument, Leur départ sans des adieux. C'était un très beau livre, très émouvant. Et là, vous vous êtes aussi lancé dans autre chose, dans le prêt-à-porter pour femmes. Ce que vous portez est signé de vous, oui, voilà. Donc, nouvelle collection. C'est vraiment quelque chose de très élégant, classique et chic en même temps. Oui. Et donc, comment vous vous êtes retrouvée dans la couture après avoir fait de hautes études? Cela n'empêche absolument pas. Hein, n'est-ce pas? Je poursuis mon activité. C'est la création, le design des vêtements, c'est une passion qu'on m'a transmis. Ma mère était couturière. Oui. Et forcément, les tissus, les fils, je connais depuis toute petite. Et le truc, c'est que je me suis retrouvée en fait en Algérie. Et j'ai eu cette frustration de ne pas pouvoir m'habiller comme vous aviez envie. Voilà. Et forcément, avec le Covid, on a réfléchi un peu. Et puis je travaille aussi avec ma mère pour le design. C'est elle qui est quand même derrière un peu pour les détails. On la salue d'ailleurs. Salut, elle nous regarde. Oui. salut, oui. Et forcément, ça nous a amené à créer quelque chose, à développer cette petite création. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça, puis vous êtes aussi artiste, donc il y a l'amour donc du vêtement, du design, du dessin. Du dessin, surtout maman. Du dessin, oui. Créer la tenue, être vraiment dans l'élégance, parce que c'est aussi important. Et c'est beaucoup de travail, j'imagine, parce que vous avez commencé pendant cette période de confinement. Oui. Là, les personnes que je reçois, ce sont toutes des personnes qui se sont lancées pendant le confinement. On va finir l'émission avec ça aussi, parce que toutes les personnes qu'on a reçues aujourd'hui, pour cette rentrée, ce sont des personnes qui se sont lancées, sauf la Fondation Mohamed Dib, mais ce sont des personnes qui se sont lancées vraiment depuis le confinement et ça a porté ses fruits. On va prendre le positif de cette triste pandémie. Oui, parce qu'avec le Covid, justement, on est resté, je pense, beaucoup à la maison. Oui. Et les personnes qui sont restées à la maison, qui ont commencé par exemple, je dis des bêtises,
quelqu'un qui aime la peinture, ben, forcément, il commence à peindre à la maison. Il se décide, après 3 mois de Covid, de lancer son atelier, sa galerie, de commencer à vendre ses peintures. Et ben, pour moi, c'était pareil. Je voulais me lancer bien avant. En fait, j'ai fait un petit test au mois de décembre. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, on s'est dit... on laisse un peu couler. Le mois de juin, mois de juillet, après, c'était un pari. Le mois d'août, on s'est dit, bon, on va lancer notre petite collection capsule que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Collection fleurie, très frais. Oui, absolument, très féminine, très... C'était... très tendance aussi. Oui, aussi. Le but, c'était vraiment de se faire connaître. Puis après, on a commencé, bon, bien avant, on a commencé déjà à imaginer la collection pour la rentrée, dans ce que je porte. Et du coup, tout s'est fait très rapidement. Et moi, j'aimerais saluer un atelier avec lequel je travaille, Rose Algérienne. Et du coup, eux aussi sont dans la fabrication algérienne, car ils ont un atelier pour la lingerie. Et avec le Covid, on découvre qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Lingerie, chaussures, oui, absolument. tenues. Nous avons découvert énormément de personnes. On se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Voilà. Le why not, pourquoi pas, et vous vous êtes lancé. Donc, est-ce qu'il va vous donner rendez-vous à votre public ce samedi? Le 19 septembre. Alors ça, c'est aussi un beau projet. Je travaille actuellement sur la présentation de la collection de la rentrée avec Sabrina, qui a une galerie d'art. Qui est située à l'ancien Institut culturel italien, absolument. Et elle, en fait, elle a une galerie d'art qu'elle a convertie en concept store. Donc, durant un mois, les articles de la nouvelle collection de Noëlka seront disponibles à la boutique. Très bien. On va faire des installations. Ça va être vraiment le monde de la couture. Elle, actuellement, elle a réouvert hier. Elle a 7 artistes qu'elle a exposés dans le HIC. C'est-à-dire Ben Kritli. Et du coup, elle avance bien. Voilà. Je suis très contente pour elle. Voilà. En tous les cas, nous, on lui souhaite un bon vent. À vous aussi, pas mal de belles initiatives et c'est courageux et ça nous fait chaud au cœur de recevoir comme ça des personnes comme vous qui se lancent dans la mode. Est-ce qu'il y a des tons particuliers, des couleurs? Est-ce que vous allez créer votre style? C'est le black and white? Alors, oui, tout le monde rigole de ça parce que moi, je leur dis, ça, c'est vraiment la collection Noël. C'est même plus Noëlka, c'est vraiment les choses que moi, j'aime porter. Très bien. Puis après, ça va à tout le monde. C'est très chic. Donc, c'est des choses qu'on va porter au restaurant, au bureau aussi. Parce que, voilà, une working girl. C'est ça. Une personne qui travaille et qui se lance, qui a envie aussi après de prendre un pot, ou d'aller à une exposition, un vernissage, un concert de musique. Et on aimerait aussi ressortir la féminité de la femme algérienne. Absolument. On est tout le temps en jean dehors. Et... Tout à fait. C'est plus possible. Non. Donc la collection est composée de 2 collections, si tu veux. La collection de lin. Tu as du blanc, du marron, du beige, du brique. Des couleurs vraiment tendance cette année. Du marron, beaucoup de marron. Et la collection crêpe, c'est du noir et blanc. D'accord. Tu as des ensembles, des combinaisons, des jupes. Voilà. C'est tout ce que je vais exposer à la galerie le 19 septembre. Écoutez, c'est parfait. En tous les cas, nous, on est ravis de vous avoir reçu, Noëlka. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Et puis, il faut encourager toutes ces belles initiatives. C'est une production nationale aussi. Donc, ce sont des tissus algériens. C'est un produit que vous achetez ici en Algérie. Et pendant cette période de pandémie, nous avons tous besoin d'avoir, en fait, de se tenir la main pour pouvoir avancer. C'est vrai. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment très important de revenir vers toutes ces valeurs que nous avons de solidarité. Être solidaire, c'est aussi une sorte de commerce, donc solidaire que vous proposez également, parce que j'imagine que vous aidez tout le monde, vous êtes toute une équipe, vraiment toute une équipe. Et moi, ce que j'apprécie, ce qu'on dit souvent en ce moment avec le Covid, c'est que la fabrication algérienne a été longtemps dénigrée. Et on se rend compte que finalement, on fait de belles choses. De très belles choses. Très belles choses, de qualité et dans tout secteur. Absolument. Lingerie, chaussures, sacs, décoration, art de table, tout à fait. Tout, meubles.
Merci Noël quand on va vous laisser partir. C'était un plaisir en tous les cas de vous avoir reçu. Bon vent, voilà. Et je suis sûre que tout va très bien se passer pour vous parce que vous êtes une battante et courageuse et surtout une personne qui est dans l'innovation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on se sépare. C'est l'appel de la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs et on se retrouve juste après. Merci. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie, la dernière ligne droite de cet après-midi. Le temps se passe tellement vite en votre compagnie, amis téléspectateurs, et c'est un plaisir d'être parmi vous dans cet espace et dans cette rentrée, on l'espère, douce. Une rentrée douce, fructueuse pour vous tous et créative. Vraiment, on l'espère de tout cœur en cette période de pandémie. Avec nous, justement, Leïla Antri-Bouzar qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Leïla. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Vraiment un plaisir de vous recevoir. Leïla Antri-Bouzar, vous êtes aujourd'hui, vous représentez donc pas mal d'établissements, une très belle initiative aussi montée au niveau du port de plaisance de Sidi Ferrej. Et cela nous fait chaud au cœur parce que ça fait quand même quelques années qu'on s'est un petit peu éloigné de ce complexe. Et là, il y a un immense retour, de restructuration, de restauration aussi des sites. Vous-même, donc, vous êtes installé effectivement au niveau des voûtes de Sidi Ferrej avec pas mal d'établissements et un superbe salon de thé où il y a des artistes qui exposent chez vous. Il y a aussi donc des espaces de plats traditionnels, etc. Vous êtes venu aussi avec un très bon plat typique d'Alger, donc notamment le mtawem. Oui, Toum, spécialité vraiment algérienne et algéroise plus particulièrement et qu'on retrouve à la table de tout Algérien, toute famille algérienne pendant surtout le mois de Ramadan. Absolument. Et les fêtes et les mariages et les rencontres qu'on arrive à organiser entre nous. Absolument. Mais c'est vrai que c'est vraiment quand on dit Mtoum, on pense tout de suite plat algérois. Absolument. Alors justement, Leïla Antri-Bouzar, vous êtes aussi parmi nous parce que dans cette émission, nous allons aussi revenir aux plats traditionnels anciens ou d'autres plats traditionnels revisités tout au long de cette saison parce que vous avez été aussi très nombreux, mes amis, à nous demander à revenir sur les plats traditionnels, le vêtement traditionnel qui revient en force également, le bijou, l'artisanat, la décoration d'intérieur, toutes ces choses-là, nous allons revenir dans nos prochains numéros et vous allez découvrir de très belles choses. On va vraiment vous faire plaisir cette année. Ce sera que du bonheur, que de la joie que nous allons partager ensemble. Alors, je disais, Sidi Ferrej se fait peau d'œuvre. Exactement. Oui. Il a été rénové, le port, on va dire. Par le GT. Exactement. Le bâtiment principal du port de Sidi Ferrej a été. L'entreprise de gestion touristique. Exactement, a été rénové tout récemment. Et bien évidemment, on le sait très bien que le port n'était pas aussi fréquenté qu'à l'époque. D'où bien sûr les voûtes, donc il manquait de structure. Il n'y avait pas réellement ou de restauration ou de galerie. À ce moment-là, les gens ont perdu l'attrait qu'avait le port de Sidi Ferrej ces dernières années, je dirais. Et je sais à titre personnel que le port faisait partie de mon enfance et on y était régulièrement avec ma famille. Donc c'est vraiment... il a un cachet, un cachet tellement particulier, il fait partie de l'âme algérienne. Donc ça nous a fait tellement plaisir qu'il soit rénové, qu'on en prenne soin bien évidemment et qu'on le reconnaisse comme il fait partie du patrimoine algérien. Quand donc on sait que l'architecte Pouillon, le céramiste Boumehdi également, donc ça a été un travail extraordinaire de l'époque. Et là, il y a un retour, on est heureux, on est content aussi que l'on puisse aussi revenir sur Sidi Ferrej, de nouvelles infrastructures, de nouveaux restaurants, galeries d'art. Et le comptoir, donc, le comptoir de la Casbah qui va bientôt ouvrir ses portes. Et puis ce fameux salon de thé magnifique où vous pouvez, amis téléspectateurs, retrouver de l'artisanat, du tissage de khenchla, de la céramique, de la calligraphie, des tenues traditionnelles aussi, toutes. Et puis des gâteaux
traditionnels algérois. Tout cela, c'est au niveau de ce très beau café, café mort, comme on l'appelle, avec ce jeu de jeu de mots plutôt. Oui, justement, le jeu de mots suscite beaucoup l'intérêt des gens qui passent ou des gens qui voient le nom sur les réseaux sociaux. Mais c'est mort qui est une intonation avec le mauresque et mort pour l'addition, plus encore. Plus en anglais. Encore plus exactement en anglais. On a voulu avoir quand même une petite touche. Il faut quand même que les gens puissent se poser la question, le pourquoi. Et on a eu bien évidemment des clients qui sont en train de nous poser la question, mais pourquoi vous avez fait une faute d'orthographe? Souvent, forcément, ça suscite beaucoup de questionnements. Et nous, on est ravis de pouvoir expliquer que non, c'est vraiment une liaison entre le côté mauresque, le côté oriental de notre pays, mais aussi un petit peu moins, encore plus de choses de tradition. Encore et encore de choses à découvrir dans le café. En tout cas, c'est très courageux, c'est de l'amour aussi, parce que c'est aussi toute une histoire, n'est-ce pas? Une histoire avec nous, une histoire avec chaque Algérien, une histoire avec chaque habitant, même de Sidi Frodj, parce que les habitants de Sidi Frodj nous accueillent aussi, c'est leur chez eux. Eux, ils vivent toute l'année, donc pas qu'en été, parce que c'est vrai que généralement le port et ainsi que la mer, on y est très souvent en été, mais on a la chance d'avoir un pays tellement Mais ça, c'est une très belle opportunité d'avoir ce beau port de plaisance et de pouvoir y aller tout au long de l'année. Nous avons un climat merveilleux, très doux, donc on peut se balader, on peut sortir en week-end, pourquoi pas pendant la semaine, profiter de ce beau temps et de profiter de ce très très beau port de plaisance grâce à ces nouvelles infrastructures qui sont donc installées, de la sécurité également, de l'hygiène. Tout cela, donc toutes les mesures de sécurité sanitaire ont été prises en considération. Bien évidemment, nous tenons à notre propre sécurité, mais aussi à celle de nos concitoyens. Donc forcément, on doit les préserver aussi avant tout. Donc bien évidemment, tout est fait en sorte pour que tout se passe bien et pourront découvrir que ce soit du poisson, des sucreries pour tous les adeptes de glace, de sucreries, de pizza, de toutes sortes, et bien évidemment des spécialités algériennes avec les gâteaux traditionnels, le thé vraiment maison. Donc au niveau du café mort, on a vraiment voulu allier tradition, côté oriental et occidental, vraiment pour que tout le monde puisse y retrouver son compte, mais on a permis aussi aux artisans algériens, parce qu'aujourd'hui il est très important de développer l'art algérien, et nous on est artisans depuis des décennies, donc j'ai baigné dans l'art algérien, dans le fait main, dans le traditionnel, donc il était tout à fait naturel d'accompagner et d'inviter tous ces artistes algériens à montrer leur art, parce qu'aujourd'hui Sidi Frodj donne cette envie-là de montrer l'art, de montrer de quoi les Algériens sont capables. Et aussi, voilà, cette émission a montré beaucoup de choses qui peuvent être faites ici au niveau de notre pays. Donc aujourd'hui, c'est très agréable de voir les artistes venir vers nous et qu'on puisse partager leur savoir-faire aussi. Alors, puisqu'on parle d'artisans et d'artistes, on salue également Linda Hadj Abdelrahman qui sera aussi souvent des nôtres par sa touche donc artisanale, elle est passionnée par la décoration d'intérieur. Elle se lance aussi, on l'aura comme invitée prochainement. Donc ce chemin de table que vous voyez avec ces jolis tons, donc c'est signé Linda Hadj Abdelrahman. Nous avons tous de table aussi que notre amie donc Linda Hadj Abdelrahman nous propose aujourd'hui. Et puis on ira vers d'autres tons à chaque fois, découvrir toutes ces belles choses. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui se sont faites même pendant le confinement, parce que même vous-même, le fait d'être à Sidi Frodj, c'était pendant cette période de confinement. On a redécouvert. Tout s'est fait dans la rapidité pendant cette période de confinement, mais c'est extraordinaire. Exactement. Les situations, des fois, on ne s'y attend pas. Elles arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et effectivement, c'était au détour d'un footing, au détour d'une découverte, de retrouver l'air marin. Et voilà, c'est des rencontres qui ont fait que le port, on nous a posé la question, voilà, on a demandé aussi est-ce qu'il y avait des disponibilités, ils nous ont dit oui. Au début, ça nous a vraiment, peut-être pas toujours traversé l'esprit, mais on s'est dit pourquoi pas.
Non, franchement, c'est une très belle histoire. Et c'est certain qu'on espère donc longue vie à toutes ces belles initiatives, à tout ce beau travail, parce que ce n'est pas facile de monter un projet pareil, mais bon. C'est un challenge, comme je pense tous les concepts et tous les nouveaux concepts qu'il y a en Algérie. Mais aujourd'hui, il est important de permettre à l'Algérien de s'évader un petit peu, de sortir, de voir d'autres choses et de redécouvrir son propre pays. Je pense qu'avec le confinement et ces derniers mois, je pense que l'Algérien a redécouvert son pays, d'est en ouest. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se ressourcer dans notre pays. Il y a cette prise de conscience aussi, d'aller vers l'essentiel, vers la vie. Oui, et ben, j'ai beaucoup de clients qui sont venus d'Orwilaya au café en nous disant mais c'est grâce à ça, j'ai été bloquée par un avion, mais ça m'a permis de découvrir mon pays, de découvrir les richesses de mon pays, qui a des cafés, qui a l'art culinaire aussi, puisque aujourd'hui on leur a fait découvrir des traditions, des gâteaux typiquement algérois, mais aussi de redécouvrir les traditions d'est en ouest de chaque région que notre pays nous offre. Oui, donc, et donc le comptoir de la Casbah. Alors le comptoir de la Casbah, c'est une galerie qui ouvre Inch'Allah fin septembre, donc avec une inauguration qui va être communiquée bien évidemment bientôt. Donc c'est un espace dédié aux artisans algériens. Voilà, c'est le moyen pour eux de s'exprimer, de montrer leurs travaux et leurs réalisations qui sont somptueuses. On en a une partie au Café Mort, mais bien sûr le comptoir va bien évidemment les regrouper tous et on est ravis vraiment de les avoir avec nous et je sais que Faiza en parlera plus en détail. Et je sais qu'il y a une sélection qui se fait de façon très très rigoureuse. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de propositions, mais il y a quand même beaucoup de rigueur dans le choix des artisans. Bien évidemment, c'est une cohérence entre les artistes. Il faut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité entre ce que chaque artiste propose. Donc c'est vrai que la sélection est faite minutieusement, travailler, voire discuter aussi avec l'artiste. Est-ce qu'il est d'accord de montrer aussi ses œuvres de cette façon, de nous les confier parce que ça reste du travail main. Donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident à l'artiste de confier à une tierce personne son travail, on va dire ça comme ça. Le tissage, les tapis également. Nous avons vu des tapis de Khenchla, des tapis de Gardaya, vraiment de très très belles pièces qui sont aussi à la disposition du public et soutenir aussi l'artisanat algérien. C'était en fait le principe, et à la fois du comptoir et à la fois du café. C'est vraiment montrer que le panel de créateurs et d'artisans algériens est tellement vaste et il ne se limite pas bien sûr à Alger, puisque quand on cherche des artisans, on les cherche généralement au niveau local, mais non, il faut aller plus hors wilaya et découvrir les trésors que toutes les régions possèdent, et donc les tapis, les vases, les coupes, du travail main vraiment de la calligraphie aussi. De la calligraphie, des tableaux, et on se rend compte réellement que l'artisan algérien a vraiment beaucoup d'inspiration et de belles choses à offrir. En tout cas, merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission. Le premier numéro de l'émission Notre Algérie pour la saison 2020-2021, où il est question, bien sûr, de l'image de l'Algérie, la vitrine de Canal Algérie, Notre Algérie, où on se retrouvera tous les dimanches. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous recevoir, à vous tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et puis, je vous dis au revoir. Tahalla ouna fil Jazair. Salam alaikum.